New York, New York. La ville est tellement belle qu'ils lui ont donné 2 fois le même nom. Sauf si vous y avez vécu dans les années 1970, quand la criminalité était à son pic, la police débordée et chacun sur les nerfs. Et c'était avant qu'un des tueurs en série les plus meurtriers de tous les temps ne commence à éliminer des gens à droite et à gauche. Alors aujourd'hui, on va voir à quoi ressemblait la vie à New York pendant les meurtres du fils de Sam. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à Weird History. Laissez-nous un commentaire et dites-nous quelles autres histoires de crimes réels vous souhaitez découvrir. D'accord, essayez d'ignorer les voix dans votre tête pendant un moment, parce que c'est parti. À la fin des années 1970, la ville de New York était dans un sale état. Les rues étaient sales, l'économie était au plus bas, et il y a eu 1800 meurtres rien qu'en 1975. Même le président Gerald Ford a simplement dit « Allez, salut !» Après avoir opposé son veto à l'aide fédérale pour sauver la ville. Le New York Daily News a plutôt bien résumé toute la débâcle en publiant la une « Ford à la ville, crève ». Eh bien, on ne peut pas leur reprocher d'avoir caché l'essentiel. Au milieu de tout cela se trouvait David Berkowitz, un jeune homme solitaire, délirant et finalement violent. Berkowitz est né sous le nom de Richard David Falco à Brooklyn en 1953, issu d'une liaison extra-conjugale. Son père biologique ne voulait rien avoir à faire avec lui et quelques jours seulement après sa naissance, sa mère, Betty Broder, l'a confié en adoption à un couple du Bronx, Pearl et Nathan Berkowitz. Ils ont rapidement renommé l'enfant en lui donnant son 2e prénom et leur nom de famille. Le jeune David était constamment harcelé par ses camarades d'école parce qu'il était en surpoids et juif. Il a également subi plusieurs blessures à la tête. À 7 ans, il a été renversé par une voiture, puis l'année suivante frappé par un tuyau, ce qui lui a laissé une entaille de 10 cm au front. Peut-être pour ces raisons, il a perdu tout intérêt pour l'école et s'est tourné vers des délits comme le vol et l'incendie criminel. Et c'est toujours mieux que de se prendre un coup de tuyau sur la tête, probablement. Quoi qu'il en soit, des années plus tard, après qu'il soit devenu tristement célèbre, les voisins et les proches de Berkowitz dresseraient un portrait peu flatteur de sa jeunesse, disant qu'il était gâté, difficile et lui-même un tyran. Pearl et Nathan, ses parents adoptifs, ont pris rendez-vous chez des psychothérapeutes. Mais malgré son passé de mauvais comportement, aucune mesure disciplinaire, légale ou académique n'a jamais été prise officiellement. Après l'armée, Berkowitz a repris contact avec sa mère biologique, Betty Broder. Quand elle lui a révélé les circonstances de sa naissance, cela a changé quelque chose en lui. Il a été dévasté par la succession de figures parentales qui semblaient ne pas vouloir de lui. Dans son livre au titre sombre « Chasser les humains », l'anthropologue médico-légal Elliot Layton qualifiera plus tard cette rencontre de crise majeure pour le jeune homme. Une crise qui allait bientôt avoir des conséquences dévastatrices pour Berkowitz et toute la ville de New York. La veille de Noël 1975, David Berkowitz a traqué et poignardé 2 jeunes femmes avec un couteau de chasse lors de 2 attaques distinctes qui ont toutes 2 eu lieu dans la cité coopérative du Bronx. Les crimes n'ont pas été signalés, mais après avoir été capturés des années plus tard, Berkowitz lui-même a informé la police de ces crimes et ils ont ensuite pu identifier l'une des victimes. C'était la première fois que Berkowitz commettait un crime violent, mais ce ne serait pas la dernière. Le 29 juillet 1976, Berkowitz a garé sa voiture près d'une boîte de nuit de New Rochelle appelée Peachtree et a tiré sur 2 professionnels de la santé. Donna Loria, 18 ans technicienne médicale d'urgence, a été tuée sur le coup. Jody Valenti, 19 ans infirmière, a survécu à son agression, mais a déclaré qu'elle n'avait pas reconnu l'agresseur. En octobre de la même année, Carl de Dinardo, 21 ans, et Rosemary Keenan, 18 ans, étaient assis dans leur voiture garée près de Bowen Park lorsqu'ils ont été touchés par des coups de feu. Les 2 victimes ont survécu, mais de Dinardo devra recevoir une plaque métallique pour remplacer une partie de son crâne. Le mois suivant, les lycéennes Donna DeMasi et Joanne Lomino traînaient sur le porche de Lomino à Floral Park lorsqu'un jeune homme en tenue militaire s'est approché, a tiré sur les 2, puis s'est enfui. Donna DeMasi et Joanne Lomino ont survécu, mais Lomino est resté paraplégique. En janvier 1977, la secrétaire Christine Freund et son fiancé John Deal
étaient assis dans leur voiture garée près de la gare de Forest Hills Long Island Railroad lorsqu'ils ont soudainement essuyé des tirs. John Dill a survécu à l'attaque, mais Christine Freund est décédée à l'hôpital. Après l'attaque contre Christine Freund et John Dill, la police a finalement déclaré publiquement que tous les crimes cités étaient probablement l'œuvre de la même personne ou du même groupe. Ils pensent que le tueur visait de jeunes femmes brunes et ont diffusé un portrait robot montrant un agresseur aux cheveux noirs ou blonds à cause de témoignages contradictoires des survivantes. 2 mois plus tard, en mars 1977, l'étudiante Virginia Voskarichian rentrait chez elle depuis l'université Columbia lorsque David Berkowitz est apparu et lui a tiré dessus. Elle est morte sur le coup. Après cela, le maire de New York, Abraham Beame, a donné une conférence de presse au sujet des meurtres. Le public et les médias étaient en émoi et des tabloïds comme le New York Daily News et le New York Post publiaient des articles choquants presque tous les jours. Ils ont surnommé Berkowitz le tueur au calibre .044, mais très vite, il allait se donner un nouveau surnom. Le 17 avril 1977, le dépanneur Alexandre Ezo et l'étudiante Valentina Suriani étaient assis dans une voiture près de la Hutchinson River Parkway lorsque Berkowitz a ouvert le feu. Valentina Suriani est morte sur le coup, Alexandre Ezo a succombé à l'hôpital quelques heures plus tard. Près de la scène du crime, la police a trouvé une lettre manuscrite adressée au capitaine de la NYPD Joseph Borelli. La lettre étrange, qui contenait une litanie de messages provocateurs et terrifiants, commençait par « Je suis profondément blessé que vous m'ayez traité de misogyne. Je ne le suis pas, mais je suis un monstre. Je suis le fils de Sam. » Grâce aux médias, ce surnom s'est répandu et est resté. Le mois suivant, le chroniqueur du New York City Daily News, Jimmy Breslin, a reçu une lettre manuscrite de quelqu'un prétendant être le fils de Sam. Elle disait en partie « Je t'écris juste un mot pour te faire savoir que j'apprécie ton intérêt pour ces récents et horribles meurtres au calibre 44. Je veux aussi te dire que je lis ta chronique tous les jours et que je la trouve très instructive. Dis-moi Jim, qu'as-tu prévu pour le 29 juillet ?» Ni Breslin ni la police n'ont manqué de remarquer que le 29 juillet 1977 marquerait exactement 1 an depuis la première fusillade du tueur au calibre .044, et il semblait évident que Berkowitz préparait quelque chose de sinistre pour ce macabre anniversaire. Bien qu'ils aient été accusés de sensationnalisme par le fils de Sam lui-même, le Daily News a publié la lettre. Le public terrifié et avide d'informations s'est rué dessus et le numéro s'est vendu à plus de 1,1 million d'exemplaires, soit le plus grand nombre de toutes les éditions du Daily News à ce jour. Pendant ce temps, les meurtres continuaient. Le 26 juin 1977, Berkowitz a tiré sur Salvatore Lupo et Judy Placido alors qu'ils quittaient la boîte de nuit Eliphas dans le Queens. Les 2 victimes ont survécu, mais aucune n'a vu le visage de l'agresseur. Puis, le 31 juillet 1977, 2 jours après l'anniversaire, le fils de Sam a mis Breslin en garde. La secrétaire Stacy Moskowitz et le vendeur Robert Violante étaient assis dans une voiture près d'un parc à Bat Beach lorsque Berkowitz s'est approché et a ouvert le feu. Violante a survécu, mais a perdu son œil gauche. Moskowitz, jusqu'à présent la seule victime blonde de Berkowitz, a perdu la vie. Si vous vous demandez comment la ville de New York a pu continuer à fonctionner normalement alors qu'un tueur fou se promenait en tirant sur des gens en toute impunité, la réponse est « ce n'était pas le cas ». Les New-Yorkais étaient terrifiés et faisaient de leur mieux avec le peu d'informations dont ils disposaient sur le fils de Sam et ses penchants. Par exemple, comme certaines victimes de Berkowitz ont été tuées en sortant de boîtes de nuit, de nombreux New-Yorkais ont cessé de sortir le soir. Attention, ce n'était pas un petit sacrifice, car on était au milieu des années 1970, à l'apogée de la fièvre du disco. Le Studio 54, qui était à la musique disco ce que Disneyland était à... Eh bien, Disney venait tout juste d'ouvrir en 1977. Les gens n'étaient vraiment pas disposés à rester chez eux toute la nuit. En raison des soupçons de la police selon lesquels Berkowitz visait les brunes, des femmes de la ville se sont mises à se couper ou teindre les cheveux, porter des chapeaux ou des perruques. Les perruques blondes étaient si demandées que les magasins de produits de beauté étaient souvent en rupture de stock. Évidemment, la police de New York était sous une immense pression pour trouver et arrêter le fils de Sam.
Pour cela, la police a lancé ce qui fut décrit comme la plus grande chasse à l'homme de l'histoire de la ville. Ne serait-ce que pour sauver leur propre réputation, ils devaient arrêter Berkowitz. Ils ont donc mobilisé des ressources et du personnel dans la traque et ont diffusé une quantité d'informations sans précédent au public dans l'espoir désespéré d'obtenir des pistes. Alors que la police était en pleine effervescence, la ville elle-même était étrangement silencieuse. La journaliste Joanne Boyd, qui vivait à Sunnyside, dans le Queens, à l'été 1977, se souvient plus tard que ses promenades dans le quartier étaient démarquées par le vide et le silence. Il n'y avait pas une seule personne dans la rue, écrivait-elle. J'étais terrifié. Ce qui n'aidait pas, c'est que ce n'était pas le seul événement complètement fou qui se déroulait à New York pendant l'été 77. Une élection municipale très disputée entre les démocrates Ed Koch et Mario Cuomo a secoué la sphère politique. Koch, qui a plus tard admis qu'il profitait de la peur de la ville à cause du fils de Sam, a mené une campagne axée sur la fermeté contre la criminalité, présentant Cuomo comme un libéral trop doux qui laisserait les meurtriers en liberté, et ça a marché. Koch a remporté l'élection et a été maire jusqu'en 1989. Il y avait aussi une énorme vague de chaleur qui a culminé avec une panne d'électricité de 25 heures en juillet 1977. Pendant cette panne d'électricité, des pillages généralisés ont eu lieu, ce qui a probablement exacerbé les peurs de ceux qui essayaient d'éviter le règne chaotique du fils de Sam. N'oublions pas que la ville de New York était littéralement en faillite, licenciant un grand nombre de fonctionnaires sans durham abhorrent, sans aucune aide du président Gerald Drop Dead New York, Ford. Et la cerise antagoniste sur le gâteau de la terreur est venue du magnate des médias Rupert Murdoch, qui allait plus tard transformer Fox News en une véritable mecque conservatrice. En 1977, il venait tout juste d'acheter le New York Post et s'employait à en faire un tabloïd en attisant toutes les flammes mentionnées plus tôt, en particulier les meurtres du fils de Sam. Ouf, où est Spider-Man quand on a besoin de lui ? En août 1977, Cecilia Davis promenait son chien à proximité du lieu de la fusillade de Moskowitz et violente lorsqu'elle remarqua un policier en train de verbaliser une voiture en stationnement. Peu après, elle aperçut un homme suspect tenant un objet sombre s'approcher de la voiture avant qu'il ne la remarque avec intérêt. Prudemment, Davis s'est éloignée rapidement, retournant à la sécurité relative de son domicile où elle a immédiatement entendu des coups de feu tirés dans la rue à l'extérieur. 4 jours plus tard, elle contacta la police et raconta l'incident. Grâce à son témoignage, la police de New York vérifia les propriétaires de toutes les voitures ayant reçu une contravention cette nuit-là. Parmi elles se trouvait une Ford Galaxy jaune de 1970 appartenant à David Berkowitz, un facteur du service postal des États-Unis. Lorsque le détective James Justice appela le service de police de Yonkers pour organiser un entretien avec David Berkowitz, le répartiteur de police, Wicard, reconnut en fait le nom, dans ce qui doit être l'une des coïncidences les plus incroyables de tous les temps. Car était une voisine de David Berkowitz et apparemment il avait tiré sur le chien de son père. Et à ce stade, nous devrions probablement mentionner le nom de son père, Sam Carr. Oui, le policier qui a identifié le fils de Sam parlait à la fille de Sam. Et c'était le même Sam, la figure paternelle qui agaçait David Berkowitz au point qu'il en vienne à la violence. On doit imaginer que si Justice buvait quelque chose quand il a entendu la nouvelle, il a recraché sa boisson de surprise. Le lendemain même, des policiers sont entrés dans la voiture de Berkowitz, garée sur place, où ils ont trouvé une arme à feu, des munitions, des cartes des scènes de crime et des lettres de menaces adressées aux policiers. Cela aurait pu être une déclaration signée « Je suis le tueur en série fils de Sam ». Plus tard, des policiers ont vu Berkowitz quitter son immeuble et monter dans sa voiture. Le sergent détective William Gardella s'est approché du véhicule et a pointé son arme sur Berkowitz. Berkowitz a simplement affiché un large sourire et a dit « Vous m'avez eu ». Et ainsi, l'été de Sam était terminé. Berkowitz serait condamné à 6 peines de prison à perpétuité consécutive totalisant 547 ans. Il est en prison depuis où plusieurs tentatives ont été faites contre sa vie. L'homme lui-même, cependant, est considéré comme un détenu modèle, s'étant converti au christianisme, ayant aidé ses co-détenus dans leur foi et ayant fait des déclarations qui semblent refléter des remords. Il peut demander une libération conditionnelle tous les 2 ans, mais il évite souvent les audiences.
estimant devoir rester en prison à vie. Nous partageons cet avis. Alors qu'en pensez-vous? Et étiez-vous là pendant l'été de Sam? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, jetez un œil à quelques-unes de nos autres vidéos d'histoires insolites.